Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Au fil des saisons, dans ce programme, une conviction s'est imposée. Pour être inclusive en zone UMOA, l'EdTech doit être adaptée, sobre et contextualisée. Dans cet épisode, du Sénégal à la Côte d'Ivoire, nous irons à la rencontre d'initiatives qui conçoivent des solutions adaptées aux réalités locales. Nous découvrirons des serveurs offline installés dans des lycées techniques et industriels, des centres et bibliothèques numériques intégrés aux écoles publiques et des programmes destinés à initier les jeunes filles et les jeunes femmes au métier du numérique. Ici, les défis liés à l'infrastructure et à la connectivité ne sont pas contournés, ils sont transformés en leviers d'action. Des solutions concrètes qui redessinent les contours de l'innovation et de l'apprentissage dans le secteur éducatif. Je suis Alexis Lekogo, à mes côtés Naomi Kofi-Kwaku, notre interprète en langue des signes. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle saison des EdTech Mondays UMOA. Débutons notre exploration des stratégies hybrides et des solutions locales au cœur de Dakar, au lycée technique industriel Maurice Delafosse. Dans cet établissement de formation professionnelle, les apprenants bénéficient d'une innovation qui transforme concrètement l'accès aux ressources numériques, même en contexte de connectivité limitée. Des puces et serveurs qui permettent une connexion permanente hors des réseaux classiques et garantissent l'accès à des contenus pédagogiques en format numérique sans dépendre d'Internet. Les ressources sont préinstallées, organisées par filière et par compétences. Résultat, moins de temps perdu en recherche, plus de temps consacré à l'apprentissage et à la pratique. Un gain d'efficacité réel pour ces jeunes qui se préparent à intégrer le monde professionnel. Cette initiative est portée par Kajou, qui déploie au sein de l'établissement les programmes IJANG. Et pour en savoir davantage, parlons-en avec Madame Yaïfatou Sarr, manager du pôle projet produits et services de Kajou. Yaïfatou Sarr, c'est un plaisir d'être avec vous. Kajou, votre organisation, propose des contenus numériques et d'autres solutions disponibles hors ligne, c'est-à-dire sans connexion Internet. Comment cela change-t-il la donne pour les enseignants et les apprenants, notamment ici, au lycée technique et industriel Maurice Delafosse? Merci, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Vous l'avez dit, c'est disponible sans connexion Internet et c'est cela qui fait la différence, étant donné que il n'est pas facile pour les jeunes apprenants et apprenantes, mais également pour les formateurs et formatrices, de pouvoir acheter tout le temps de la connexion parce que ça coûte quand même quelque chose. Et au-delà, il y a un faible taux de connectivité au Sénégal, même si des efforts ont été faits par le gouvernement. Le fait de leur permettre aujourd'hui d'avoir accès au contenu de la plateforme IJANG en hors ligne à travers les cartes Kajou, mais également les IDS Cube, c'est une énorme opportunité qu'on leur donne et qu'ils ont su saisir. Le projet IJANG vise donc à rendre ces ressources numériques disponibles sans connexion Internet. Mais comment assurez-vous la qualité et le suivi des contenus proposés? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la plateforme IJANG est une plateforme du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique. D'accord? Et dans cette plateforme-là, on retrouve des contenus audiovisuels, mais également des cours dans un format PDF. Et nous, Kajou, ce que nous avons pu faire, c'est récupérer ce contenu-là qui est déjà disponible au niveau de la plateforme, les mettre en ligne, au niveau des cartes Kajou, que les apprenants et apprenantes, mais également les formateurs et formatrices peuvent utiliser sans connexion Internet. Au-delà, nous avons convenu avec le ministère de tutelle ainsi que les formateurs et formatrices de produire de nouveaux contenus. De ce fait, nous avons pu organiser ce qu'on appelle un atelier de co-création, durant lequel nous avons rédigé des scripts. Donc, quand je dis nous, c'est l'équipe Kajou, mais également le ministère, les formateurs et formatrices et inspecteurs et inspectrices de spécialité. Ces mêmes scripts-là qui ont été ensuite validés, puis les formateurs sont allés au studio, donc dans les studios de Kajou, pour tourner.
Une fois le tournage fait, le montage fait et tout, ça a été validé par le ministère de tutelle et mis à disposition à travers les cartes Cajou, mais également les IDS Cube et remis au ministère pour que cela soit mis en ligne au niveau de la plateforme eJong. Ce qui fait que sur toute la chaîne, en fait, nous faisons intervenir l'autorité qui veille qui valide les contenus produits, que cela soit des fiches courtes ou les vidéos, mais également qui nous donne le go pour pouvoir les mettre à disposition à travers les cartes Cajou et les IDC. Concrètement, qui soutient cette initiative pilotée par Cajou? Alors, dans ce cas précis, nous avons eu l'accompagnement financier de la coopération luxembourgeoise et dans la mise en œuvre concrète, nous avons eu à collaborer avec LuxDev, mais également notre ministère de tutelle, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, et bien entendu Bibliothèque sans frontières qui a déployé les IDS Cube. Et c'est grâce à ce groupe, en fait, que nous avons pu créer de nouveaux contenus, les offlineiser de même que les anciens contenus, faire la session de formation qui a permis de faire ce transfert d'expertise et faire le suivi sur le long terme. Donc voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être réuni techniquement ou institutionnellement pour déployer ce projet à une plus grande échelle, par exemple à d'autres pays de l'espace UEMOA? Oui. Alors, ça, ce serait vraiment magnifique. Mais avant même d'arriver aux autres pays de l'espace UEMOA, au Sénégal encore, nous avons d'autres établissements à faire parce qu'en fait, dans le cadre de ce projet, nous avons touché 3 établissements, LTID dans lequel nous sommes. Nous avons également le CRFP de Saint-Louis et le lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Et pour nous, l'idée, c'est de pouvoir toucher différents établissements au niveau national, de pouvoir également mettre en offline, donc offlineiser l'ensemble des contenus qui sont disponibles aujourd'hui dans la plateforme eJong. Donc ça, c'est assez important pour nous. Et au-delà, oui, effectivement, les autres universités sont là, les autres centres de formation sont là, les établissements scolaires privés, moyens, secondaires sont là. Donc il y a énormément de choses à faire, que ça soit au Sénégal comme dans les autres pays de l'UEMOA, mais faudrait-il que nous puissions échanger avec les institutions de ces pays concernés et qu'elles puissent entendre et comprendre le besoin exprimé des populations et que nous puissions venir avec les solutions co-construites avec ces mêmes populations-là afin de démocratiser l'accès à l'information. Madame Sarr, merci pour cet entretien. C'est moi, c'est un réel plaisir. Merci. Au revoir. Dans la salle informatique de ce lycée technique et industriel, les apprenants en BTS 2 électromécanique travaillent avec leurs professeurs à partir des ressources numériques d'eJong. Les contenus, organisés par filière et par compétences, accompagnent la démonstration et structurent la pratique. Le numérique s'intègre ici naturellement au cours. Mais au-delà du dispositif, quel est l'impact réel pour les apprenants ? Autonomie, efficacité, accès simplifié aux ressources, recueillons leurs ressentis sur l'apport concret d'eJong dans leur formation. Pourquoi c'est génial de pouvoir avoir accès à ces contenus en hors ligne? C'est génial parce que j'ai la possibilité de l'utiliser lors des coupures de courant, lorsque la connexion bug ou lorsqu'il y a des instabilités au niveau de la connexion ou bien des coupures de Wi-Fi. Dites-nous, comment ces contenus numériques vous aident-ils à mieux comprendre vos cours techniques? Pouvez-vous nous donner un exemple? Bon, ces contenus m'ont beaucoup aidé. Ils m'aident parfois à anticiper les cours. Par exemple, lors de la rédaction de ma mémoire, j'avais des problèmes avec le diagramme de Chikawa. Donc, c'est sur la plateforme que j'ai pu voir le diagramme de Chikawa. J'ai pu moi-même essayer de faire le diagramme et je l'ai donné au professeur qui a pu me corriger. La plateforme nous permet d'apprendre partout et n'importe comment nos différents cours. Cet outil me sera d'une grande aide parce que forcément il y a des erreurs, des oublis et il me faudra juste à l'avenir checker la plateforme pour pouvoir me souvenir de mes cours et pouvoir mener à bien mon travail. Pour élargir la perspective, intéressons-nous maintenant à la vision de la direction. Comment cette innovation s'inscrit-elle dans la stratégie pédagogique du lycée? Allons à la rencontre du proviseur de l'établissement. Monsieur Thiam, merci de nous recevoir dans votre établissement. Dites-nous, comment avez-vous accueilli ces initiatives EdTech et comment facilitent-elles l'apprentissage et l'enseignement? Merci, c'est nous qui vous remercions. Cette initiative a été
accueillis dans un premier temps avec beaucoup de réticence. Comme vous le savez, avec les formateurs, ce n'est jamais évident de leur faire changer des méthodologies. Mais avec le temps, nous avons pu ensemble bien apprécier cette méthodologie et nous en avons beaucoup appris. Aussi bien dans le suivi des enseignements assurés par le formateur lui-même que par justement les responsables pédagogiques que sont les directeurs des études et les chefs des travaux. Quel impact concret de ces initiatives sur le suivi pédagogique? L'impact premier que je pourrais quand même nommer, c'est le fait de nous aider à élargir l'accès aux enseignements apprentissage. Avec justement les enseignements à distance, il y a beaucoup de professionnels qui jusque-là étaient intéressés par certaines de nos filières en cours du soir, mais avec justement cette nouvelle technologie, nous avons pu en enrôler au maximum et que ce soit nous en tant qu'établissement et même les intéressés, nous sommes tous preneurs pour cette technologie-là. Quelles autres initiatives EdTech souhaitez-vous accueillir à l'avenir dans votre lycée? Oui, je pense que pour l'avenir, nous serons encore moins réticents, dans la mesure où justement cette première initiative nous a énormément convaincus. Et c'est pas seulement nous-mêmes acteurs au niveau opérationnel, mais même au niveau stratégique. Donc, au niveau de nos ministères, moi je pense que tout le monde est convaincu, au point que maintenant nous sommes instruits à quand même installer cette méthodologie dans presque toutes les filières. Merci Monsieur Thiam pour cet entretien. Merci beaucoup. Quittons le lycée technique industriel Maurice Delafosse pour rejoindre le collège d'enseignement moyen Seydina Issa Laye, situé à Cambérène, l'une des 19 communes de Dakar. Dans cet établissement public, un nouvel espace a récemment été aménagé, le centre Memnako, un incubateur économique, social et solidaire porté par Polaris Asso. Présente à Dakar, à Abidjan et active dans plusieurs pays de l'UEMOA, l'organisation défend un numérique utile, ancré dans les réalités locales, au service de l'éducation, de l'engagement citoyen et de l'insertion. Compétences, créativité, technologie, ici, ces leviers se croisent pour renforcer l'impact sur le terrain. Pour comprendre ce que change concrètement le centre Memnako à Cambérène, nous retrouvons Ousseynou Gueye, fondateur et directeur exécutif de Polaris Asso. Ousseynou Gueye, vous êtes le fondateur et directeur exécutif de Polaris Asso, initiateur du projet Memnako. Dites-nous, comment est née cette initiative et comment contribue-t-elle à fusionner l'éducation traditionnelle et les opportunités offertes par le numérique? Merci Alexis. Alors, le programme Monaco est un programme qui est lancé par Polaris Asso et qui répond à une frustration profonde. C'est l'absence des jeunes dans les instances de décision publiques, notamment à l'échelle locale. Au Sénégal, selon une étude que nous avons menée récemment, dans les conseils municipaux, nous avons moins de 10% de jeunes, alors que les jeunes constituent 75% de notre population. Donc c'est dans ce cadre que le programme Monaco est né, soutenu fortement par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'économie sociale et solidaire, mais aussi avec l'ambassade de France au Sénégal. Alors ici, vous êtes au centre Monaco. C'est un centre qui a pour vocation d'accompagner les jeunes à développer leurs compétences, leur confiance en soi et leur conscience citoyenne qui leur permettent d'agir dans leur territoire. Cet incubateur, plus précisément, se trouve dans une école, l'école Seydina Issa Laye, et conjugue et fortement connecté, justement, pour revenir à votre question, à l'éducation traditionnelle ou classique qui est donnée dans cette école-là. Je vous donne un exemple très simple. Un cours d'histoire peut très facilement se traduire et se prolonger dans cette salle-ci pour donner place à un podcast. Un cours de géographie peut très facilement se prolonger et donner place à de la recherche sur le GPS avec les ordinateurs et Internet. Un débat citoyen dans la salle de classe peut se prolonger également dans ce centre Monaco où les jeunes peuvent produire du contenu critique. Donc, cet espace ne vient pas se substituer au contenu pédagogique classique, mais bien compléter le contenu pédagogique qui est offert dans l'école. Ça, c'est le premier pari. Et le deuxième et dernier pari qu'on a pris en mettant en place ce centre dans une école, c'est aussi le pari de la justice sociale. L'école, pour nous, l'école publique, est le lieu par excellence de la démocratie, où on y trouve toutes sortes de jeunes, de femmes, quelles que soient les catégories sociales. Et donc, l'idée, c'est de leur offrir ces opportunités-là du numérique pour qu'elles puissent
aller vers leur épanouissement. Le projet Memnaco concerne 5 communes. Cambérène est la première à bénéficier d'un centre et d'une salle d'informatique entièrement équipée. Quel rôle jouent les collectivités dans l'intégration de ce projet et comment permettent-elles de garantir l'accessibilité à cette salle, à ce centre, à tous, aux apprenants, aux enseignants, mais aussi aux habitants de la localité? Les collectivités territoriales sénégalaises jouent un rôle fondamental dans ce programme. D'abord, ce programme leur est destiné. Les collectivités territoriales sont les premiers bénéficiaires de ce programme Monako et les renforcent dans leur démarche de stratégie jeunesse, de comment connecter mieux leurs institutions municipales avec les jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à noter, c'est que ces collectivités ensuite jouent un rôle extrêmement important dans le déploiement de ces incubateurs-là, dans leur conception. Nous avons ici un accord où la municipalité donne le patrimoine bâti, ça veut dire donne l'espace, et nous sommes chargés d'aménager l'espace et de mettre du contenu dans cet espace. Ça veut dire de mettre des capacités de formation où l'on forme des jeunes capables de former à leur tour dans ces espaces-là. Et donc, cette collectivité territoriale joue aussi un rôle derrière de diffusion de cet espace-là dans les communautés qui sont dans cette collectivité-là, que ce soit les communautés économiques, que ce soit les communautés traditionnelles, que ce soit les communautés de femmes, les groupements de femmes ou les écoles comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, la commune est vraiment indispensable pour permettre une appropriation inclusive et comme on le dit en anglais, bottom-up de cette initiative-là qui est ce centre Monako, pour que tout le monde, tous les habitants de la commune puissent s'en approprier et puissent venir ici pour faire éclore leurs idées et s'épanouir. Monsieur Gueye, et pour clore cet entretien, dites-nous comment souhaitez-vous pérenniser ce projet au Sénégal, l'étendre à d'autres communes? Est-ce que des travaux sont déjà en cours? Et avez-vous l'idée de le déployer en Côte d'Ivoire où Polaris Asso, votre structure, est également implantée? Oui, alors comme tu viens de le dire, nous avons un projet aujourd'hui de mettre en place déjà 5 à 6 centres Monako de ce type-là. Le centre de Cambérène, comme vous l'avez vu, a été le centre pilote, il est prêt. Les travaux sont achevés à 90% sur 4 autres communautés, collectivités territoriales aujourd'hui au Sénégal. Et pour passer à l'échelle ce type d'initiative-là, pour nous, la première chose, et c'est peut-être la chose la plus importante à mettre en place, c'est le modèle. C'est un modèle facilement duplicable et simple. C'est un modèle qui allie 3 types de partenariats ou 4. Il y a d'abord Polaris Asso, la commune, le gouvernement du Sénégal et des partenaires techniques et financiers du Sénégal qui peuvent accompagner cette initiative-là. Donc, il suffit juste qu'une commune du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire mette à notre disposition dans son patrimoine bâti 100 mètres carrés à peu près pour un incubateur de ce type-là. Et nous allons nous charger de son aménagement, mais aussi d'apporter du contenu dans le centre. Ça veut dire l'aménager, y mettre du mobilier, y mettre des équipements informatiques, mais aussi y mettre des modules de formation et former des jeunes capables d'animer cet espace-là, comme c'est le cas aujourd'hui à Cambérène, qui est quasi quotidiennement animé et qui a vu des centaines de jeunes passer entre ces 4 murs-là pour se former. Donc c'est ça, je vous dirais que ce sur quoi on compte, c'est vraiment sur la réplicabilité du modèle qui est conçu pour être simple et pour qu'il puisse être passé à l'échelle très facilement. Monsieur Gueye, merci pour cet entretien. Merci Alessi. Mais comment ce projet a-t-il été accueilli par l'établissement? Quel effet concret observe-t-on déjà dans le quotidien scolaire? Élément de réponse avec Madame Sané, surveillante au sein du collège. Madame Sané, avant l'installation du centre Memnaco, dans votre établissement, aviez-vous de la connectivité ou encore une salle dédiée à l'informatique? Monsieur Alex, avant l'installation de ce centre, notre établissement avait de la connectivité, mais pas d'une salle informatique. Alors, comment avez-vous accueilli cette initiative? Et donc, c'est très intéressant pour les élèves parce que ça leur permet d'être en contact avec le numérique et de faire des recherches pédagogiques aussi. Quels sont les élèves qui utilisent cette salle d'informatique? Ce sont toutes les classes de 5e, A, B et C du CM. Merci, Madame Sané. Merci à vous, pareillement. Dans la salle informatique du centre Memnaco, les élèves de 5e du collège découvrent les bases de l'informatique. La formation est assurée par Aminata Diop, l'une des jeunes engagées dans le programme.
Ici, l'apprentissage se fait par la pratique, au plus près des besoins des apprenants. Par rapport aux cours, les contenus sont très riches. Déjà, il y a ce qu'on appelle l'initiation en informatique, les bases. Il y a aussi cette partie qu'on appelle la sécurité, côté cybersécurité, mais aussi les menaces sur l'Internet et comment utiliser les réseaux sociaux pour soit apprendre de nouvelles compétences ou bien soit prendre l'autre voie. Si ces collégiens côtoient des appareils électroniques, téléviseurs et autres dans leur quotidien, beaucoup utilisent un ordinateur pour la première fois. Que représente cette découverte pour eux? Comment vivent-ils cette nouvelle expérience? Recueillons leurs impressions. Alors dis-moi, t'es en quelle classe? 5e B. C'est la première fois que tu utilises un ordinateur? Oui. Et que souhaites-tu apprendre avec cet ordinateur? Écrire des choses et lire des informations. Pour mieux comprendre l'information dans nos pays, pour faire écrire des textes. Et si les jeunes apprenants, ainsi que d'autres jeunes de la commune, peuvent aujourd'hui bénéficier de cet espace et de ces équipements, c'est aussi grâce à l'appui des autorités locales. À Cambérène, le maire, M. Doun Paté Beng, soutient activement cette dynamique en faveur de la jeunesse, de l'éducation et de l'innovation. Monsieur le maire, merci de nous accueillir ici, dans votre commune. Dites-nous, quelle a été votre contribution à l'implantation de ce centre, Memnako, et aujourd'hui, comment cette initiative contribue-t-elle au développement éducatif et numérique de votre commune? La commune a été déterminante dans tout ce qui concerne ce processus qui nous a menés aujourd'hui à l'espace jeune, incubateur économie sociale solidaire, à plusieurs niveaux. D'abord, quand il s'est agi de se positionner, de soumissionner à une requête pour accueillir le projet à travers Polaris Asso, mais aussi à travers l'identification d'un espace qui pouvait abriter ce lieu, si beau, comme vous l'avez constaté, mais aussi avec l'apport technique qui a été mobilisé du côté du conseil municipal avec des personnes avisées qui ont tous contribué à mettre en place ce beau cadre, mais cet espace aujourd'hui qui profite aux jeunes de Cambérène. Dans le cadre du déploiement du contenu de l'incubateur, on constate un apport singulier pour tout ce qui concerne les nouveaux savoirs. La domestication de l'outil informatique, la réduction de la fracture numérique. Aujourd'hui, à Cambérène, dans nos établissements, nous travaillons d'arrache-pied pour que l'ordinateur soit démythifié. Et c'est aujourd'hui ce qui nous vaut ce programme qui a été mis en place à travers aussi un autre partenaire concept pour, à partir du primaire, aider les élèves à toucher l'ordinateur, mais à plus s'intégrer dans ce nouveau outil-là qui est devenu indispensable. Et comment votre municipalité envisage-t-elle d'étendre ce type d'initiative à d'autres écoles de la commune? Excellent comme cette initiative a été concluante. Il faut le dire, aujourd'hui, cet incubateur est fréquenté par les élèves, les jeunes. C'est devenu un espace d'échange, un espace de partage. On s'est dit, naturellement, il va falloir embrayer sur les autres collèges, sur les autres écoles. Au moment où je vous parle, il y a une salle informatique qui est en train d'être montée au niveau de notre collège de la commune et nous comptons amener là-bas aussi l'équipement qu'il faut pour que aussi les jeunes qui sont de l'autre côté de la commune puissent profiter de ces genres d'espace qui leur permettent de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont de sortir ce qu'ils ont dans le ventre, mais surtout de contribuer à la conception, à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. Monsieur le maire, merci pour cet éclairage et cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. À présent, quittons le Sénégal pour rejoindre la Côte d'Ivoire et donner la parole à Marie-Lucienne Guessant, fondatrice du Centre Marée de Lumière, une initiative qui conçoit des programmes à fort impact, utilisant le numérique comme un puissant outil d'éducation, d'autonomisation et d'émancipation, notamment pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Je suis Marie-Lucienne Nguesson, informaticienne développeur d'applications, fondatrice de l'association Centre Marée de Lumière, association à travers laquelle j'ai initié les programmes Digital Open Tour et Digital dès la base. L'idée de créer le Centre Marée de Lumière est née de ma propre histoire.
Étant originaire de la ville de Bouaké, j'ai constaté que la plupart des opportunités de formation axées sur le numérique se faisaient à Abidjan, la capitale économique. La preuve en est que lorsque j'ai obtenu mon brevet de technicien supérieur, j'ai dû me rendre dans cette ville pour pouvoir poursuivre ma formation et saisir des opportunités professionnelles. Je me suis alors dit pourquoi ne pas mettre en place un projet qui contribuerait aussi à l'inclusion numérique des personnes issues des milieux défavorisés et des milieux reculés. Donc c'est ainsi qu'est né le projet Digital Féminin Tour qui cible principalement les femmes parce qu'on a aussi constaté une fracture numérique entre le genre féminin et masculin. Donc à la base, le projet c'était Digital Féminin Tour. Donc naturellement, il vise à contribuer à l'autonomisation des femmes dans le domaine du numérique. Et donc c'est à partir de ce projet-là que nous avons fondé le Centre Marée de Lumière. Le Digital Féminin Tour consiste à sillonner les milieux reculés en Côte d'Ivoire pour donner la possibilité aux jeunes femmes de pouvoir bénéficier de formations pratiques axées sur le numérique. Et au cours de nos tournées, nous avons pu relever plusieurs obstacles qui sont un frein à l'accès aux outils numériques et à la formation pour ces jeunes femmes-là. Et parmi ces obstacles, il y a d'abord les moyens financiers qui sont une barrière pour l'accès à des appareils de qualité pour pouvoir se former comme des smartphones ou des ordinateurs. Il y a aussi le fait que dans ces villes, il y a encore une faible couverture à Internet. Donc, la qualité d'Internet n'est pas encore au top niveau, ce qui peut être une barrière pour ces jeunes femmes-là quand on sait que la plupart des ressources pour se former aujourd'hui sont disponibles en ligne. Et enfin, il y a les stéréotypes qui portent à croire que le numérique est réservé à une catégorie de personnes, notamment les hommes ou encore les personnes issues des milieux aisés. Dans cet épisode, nous avons pu voir 3 contextes, 3 approches et une même conviction. L'intégration des EdTech n'attend pas la connectivité ou les infrastructures parfaites. Elle s'ancre dans les réalités locales pour transformer les contraintes en opportunités. C'était les EdTech Monday UMOA et à bientôt pour un nouvel épisode.